Vous vous appelez comment? Eh bien, je m'appelle Maxi Librati, de nom de famille Librati, mon prénom Maxi, mais mon prénom hébraïque Mardoché. Et vous êtes né où et quand? Je suis né le 5 février 1925 à Lyon, dans le 2e arrondissement. Et votre famille était installée à Lyon depuis longtemps? Alors, l'histoire de ma famille, elle est simple. C'est la guerre de 14-18. Mon père est d'origine du Maroc. Et à cette époque-là, on a besoin d'ouvriers en France. Et mon père vient travailler dans les usines de produits chimiques qui sont tout près de Lyon, qui est Saint-Fond, dans la banlieue de Lyon. Mon père vient comme travailleur. C'est un simple ouvrier, balayeur dans une usine. Et maman arrive, indépendamment de mon père, avant que ce soit moi, qu'il se marie, avec ses 3 frères. À Saint-Fond, toujours à Saint-Fond, et maman et ses 3 frères installent un petit bistrot pour ouvriers, pour leur manger le potage, pour manger. Et c'est là que papa rencontre maman, et ils se marient en 1924. Une fois mariés, bon, je suis l'aîné. Alors je suis l'aîné d'une famille de 16 frères et sœurs. 16 frères et sœurs. Nous sommes 16 frères et sœurs. Je suis l'aîné des 16, et bien réparti parce qu'il y a 8 garçons et 8 filles. C'était bien fait, je crois que c'était un beau travail. Alors, comment c'était la vie à Saint-Fond avant la guerre? Bien, la vie à Saint-Fond avant la guerre, il y avait une vie communautaire. C'était la banlieue de Lyon. Un papa qui travaille dans une usine qui s'appelle la Compagnie du Gaz, et qui se bat, qui travaille pour pouvoir élever ses enfants. Il a son petit jardin qu'il jardine pour avoir un peu plus de pommes de terre, pour avoir un peu plus de légumes. Il travaille du matin au soir et il nous a merveilleusement bien élevés, une éducation exceptionnelle et rare. Vous aviez une éducation religieuse? Non, nous n'avions aucune éducation religieuse, mais nous faisions le Shabbat, on faisait les jours de fête, les jours principaux. Mais nous n'étions pas, disons, on n'avait pas d'école spécialement religieuse où aller. Et vos parents n'étaient pas des militants, n'étaient pas des... Non, ils se sentaient juifs, simplement, bien dans leur peau, dans une communauté. Ils vivaient une vie normale avec nos amis arabes, avec nos amis chrétiens, sans aucune difficulté. Et quand est-ce que vous avez commencé à sentir des premières mesures de discrimination, des premières mesures de tension? Jamais. Alors, je parle des années 39, 40, 41, 42, 43. On n'a jamais ressenti. Bon, on n'avait pas le temps de lire les journaux. Il n'y avait pas de télévision à l'époque. Il y avait quelques radios qu'on n'avait pas le temps d'écouter. Mais jusqu'à mon arrestation, je n'avais jamais entendu parler de déportation, d'arrestation, de quoi que ce soit. Et la vie à Lyon se passait normalement? Normalement, une vie normale. Et vous étiez à l'école? Alors, moi, j'étais à l'école. Je suis allé à l'école jusqu'au certificat d'études. Et à partir du certificat d'études, j'ai fait une année de cours complémentaires. Et on se retrouve ici en 1940. Et j'ai un de mes amis qui me dit, écoute, Maxi, je viens de trouver du travail. Je vais travailler chez Berlier, à Lyon, à Vénissieux. Ah bon? Ah oui, j'ai trouvé un job. Et ce garçon, il a 15 ans. Je lui dis, bah écoute, il me dit, tu devrais venir. Ah, je lui dis, écoute, moi, venir, ça va m'être difficile. Il faut que je demande la permission à mon père. Je ne peux pas aller ça comme ça. Et quand je suis allé demander la permission à mon père, il m'a dit, mon fils, tu as passé ton certificat d'études, tu veux travailler? Ben, va travailler. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler chez Berlier en tant que soudeur. Alors, je connaissais à fond la soudure à l'arc, la soudure à l'étain, la soudure à l'autogène. Enfin, toutes les soudures ne m'étaient pas... J'avais appris un métier ici dans cette usine. Et tout se passait normalement, tout se passait bien. Tout se passait normalement, tout allait très bien. Et jusqu'au jour, puisque nous étions une famille nombreuse, mon papa faisait le marché, il apportait la nourriture à la maison, il travaillait, Mais quand nous allions acheter à la campagne, ça coûtait quand même moins cher qu'aller au marché. Ça coûtait à moitié prix. Alors nous allions chez les paysans. Et c'est comme ça, lors d'un voyage... J'étais parti un samedi-dimanche avec des amis, nous étions 5-6 amis, et nous étions partis chercher du ravitaillement dans une région à Louhans, tout près, à quelques 50 km de Lyon. Et c'est là, lors du retour, avec les provisions, avec tout ce que nous avions, il y a eu un contrôle dans le train
dans le train en demandant les pièces d'identité. Celui de la Gestapo qui était là m'a demandé, en voyant mon nom Mardoché, m'a dit, mais tu es juif toi? Je lui ai dit oui, je suis juif. Il m'a dit, bon, écoute, tu vas rester avec moi. Alors, mes copains, qui étaient tous d'origine grecque, parce qu'il y avait beaucoup d'étrangers, il y avait des Grecs, des Espagnols, des Italiens, on vivait une grande communauté. Et à ce moment-là, bon, les autres ne sont pas, et ils ont appris à mes parents que je venais d'être arrêté. C'était en juillet 43. Donc, avant juillet 43, une vie à peu près normale. Une vie normale. Malgré la guerre. Malgré la guerre, une vie normale, sans... Si vous voulez, mon père était illettré, il ne savait pas lire, maman non plus. Il n'y avait pas de journaux qui arrivent à la maison pour lire. Il n'y avait qu'une radio pour écouter. C'était tout. C'est tout ce que nous avions à la maison. Et comme c'était quand même une banlieue, Saint-Fond, c'est quand même à 10 km de Lyon, on est déjà à la province. Donc, quand vous êtes arrêté en juillet 43, ça vous tombe dessus. On m'arrête et on m'emmène dans une prison à Lyon qui s'appelle le Fort Montluc. Et je reste au Fort Montluc en attendant de m'expédier à Drancy. Et là, vos parents étaient au courant, savaient que vous aviez été arrêté? Mes parents ont su que j'étais arrêté, mais ne savent pas où je suis. Et comme ils se rendent pas compte de la situation et de ce qui se passe dans les communautés, mes parents écrivent au maréchal Pétain en lui disant, écoutez, je suis une grande famille, on a arrêté mes enfants, je vous demande de le libérer. On n'a jamais eu de réponse. Bien sûr. Il n'y a jamais eu de réponse, mais c'est vous dire. Oui, l'état presque de naïveté. Voilà, absolument. Oui. Que mon père écrive au maréchal Pétain pour demander ma libération en disant, parce qu'il ne savait pas, mes parents ne savaient même pas où j'étais. Ils savaient que j'étais arrêté, mais où étais-je? Ils ne savaient pas qu'il y avait le Fort Montluc ou quoi. Jusqu'au jour où j'ai voulu les informer. Alors pour les informer, que je vous explique en 2 mots, je me trouvais dans le Fort Montluc, et nous étions dans une baraque, que des juifs là-dedans, et tous les matins, on faisait la ronde pour aller faire la toilette, et en même temps pour nous détendre. Toujours on les cesse à droite et à gauche avec la mitraillette, et on avait notre petite demi-heure. Et à l'époque, jeune, j'adorais lancer les pierres, faire des ricochets sur le bord du Rhône, puisque le Rhône passe à côté. J'adorais faire des ricochets et lancer la pierre. J'étais fier de les lancer aussi loin. Et une idée m'était venue, j'ai dit, la seule chose que je vais faire, je vais leur envoyer un message. Puisque derrière le Fort Montluc, il y a juste le tramway qui passe tous les matins vers 8-9 heures. Il y a les gens qui vont travailler. Et je me suis dit, la meilleure des choses, c'est de se passer le message. Mais comment? Alors j'ai pris une pierre. Et pendant quelques jours, j'ai taillé les 4 angles de la pierre. J'ai taillé, j'ai mis une ficelle et j'ai écrit une lettre. Et j'ai écrit une lettre en disant à mes parents qu'ils ne s'inquiètent pas, que je suis au Fort Montluc, que tout va bien, et qu'ils ne s'inquiètent pas pour moi. Et j'ai pris cette pierre et je demande à la personne qui trouvera de transmettre. Quelle chance que j'ai eue, parce que ils auraient pu aller directement chez mes parents les prendre. C'était peut-être l'occasion pour les Allemands de le faire. Et je suis innocent, puisque je ne peux pas me rendre compte qu'on va arrêter les Juifs à ce moment-là. Et j'écris dessus, prière de transmettre cette lettre à mes parents. Et le matin, on sort et on tourne en rond. Et il y avait bien des guérites, là, avec les sellets, puis on les surveille autour. Mais j'attends que le SS tourne le dos, et à ce moment-là, je prends la pierre et je la jette par-dessus le mur. Mais le mur du Fort Montluc, et il y a un espace de 6 mètres. Alors il y a un petit mur et un grand mur. Et la pierre tombe sur le grand mur, elle retombe entre les deux. Alors je n'avais qu'une pensée, j'ai pourvu qu'il y ait un gazon, pourvu qu'il y ait de l'air, pourvu que on ne voit pas. Et non, le soir même, sont arrivés de SS, et on demandait dans la salle M. Librati. Je me doutais ou quoi. Je suis sorti et on m'a amené pour un interrogatoire. Et j'étais gosse, je savais pas très bien ce que je pouvais raconter, ce que je dis. On m'a dit, c'est vous qui avez envoyé ça? Je lui dis non. Il me dit, c'est vous qui avez envoyé ça? Je lui dis non. Ah non, attends.
Et on m'a filé, je ne peux pas les compter aujourd'hui, mais peut-être 15 ou 20 coups de schlag pour me faire avouer que c'était bien moi. D'ailleurs, c'était idiot de dire non, puisque je donne l'adresse et tout, mais j'étais un gosse et j'avais commencé par dire non et je ne voulais pas revenir sur ce que j'avais dit. Et à ce moment-là, on m'a mis dans une cellule, indépendamment de la grande salle où il y avait tous les déportés. Et je suis resté dans cette cellule. Vous êtes resté combien de temps? Ben, je suis resté là-dedans près de 10 jours, à peu près une dizaine de jours. Mais il m'est arrivé encore une autre histoire dans cette cellule. Les cellules ont quoi, 2 mètres sur 2 mètres. On a juste un petit lit avec une tinette pour les besoins. Et il y avait dans cette pièce, au coin de mur, il y avait une petite estrade, pas une petite estrade, un petit, comment dire, c'est un petit plateau. Et j'essayais à plusieurs reprises de faire traction pour voir, parce qu'il y avait la fenêtre, je voulais voir tous les matins. On entendait des voitures sortir, rentrer et rester des journées entières dans une cellule à ne rien faire. Il y a de quoi s'ennuyer quand il n'y a pas de quoi lire. Alors je me suis entraîné pendant un bout de temps pour réussir à monter. Et j'ai réussi à monter sur cette tente et je regardais par la fenêtre, mais toujours aussi innocent. Je ne savais pas que aussi les gardiens regardaient les cages, les fenêtres. Et un beau jour, je suis perché là-haut, la porte s'ouvre et pris en flagrant délit. Je descends, ils ne m'ont rien dit, ils ne m'ont pas frappé, ils ne m'ont rien fait, mais on m'a enlevé simplement mon lit. Et je sais qu'après, ils ont mis sur la porte « On essen », sans manger, en allemand, « On essen », sans manger, « Fünf-Biswell », pendant 5 jours. Alors ça fait que quand j'entendais passer devant moi le chariot pour la nourriture, eh ben ça n'arrêtait pas devant moi. Et je suis resté pendant 5 jours en punition, jusqu'au jour où je suis parti sur Drancy. Vous êtes parti donc à Drancy en juillet 43. Hein, en juillet 43, en effet. Et alors Drancy, c'était... Alors, vous avez pris le train Alors on a pris un train de Paris et nous sommes arrivés à Drancy. Combien de temps on a mis la journée entière pour arriver à Drancy. Et vous êtes resté à Drancy un mois, c'est ça? Et je suis resté à Drancy pendant un mois jusqu'au 2 septembre 1943. Et Drancy, c'était comment, Drancy? C'était un peu la promiscuité, c'était un mélange d'enfants, de femmes, d'hommes, où on dormait par terre, sur des paillasses, et un va-et-vient sans arrêt, les appels le matin pour emmener, il y avait des groupes. Parce qu'à chaque transport, c'est des transports environ 2000 personnes qui partaient. Alors j'ai vu partir beaucoup de transports de ce lieu. Manger, c'est pas ce qui m'intéressait le plus de manger. On avait toujours un potage, quelque chose, mais enfin c'était l'ambiance. Et c'est là que j'ai écrit une lettre juste avant de partir. Avant de partir de Drancy, j'ai écrit une lettre que mes parents ont reçue, qui est ici, dont j'ai encore toujours l'original, qui est là. Je vais vous demander de lire cette lettre. Eh bien, je vais vous lire la lettre. Alors, je date la lettre de Paris, puisque nous sommes à Drancy, le 31 août 1943. Puisque nous allons partir le 2 septembre. Et voici la lettre. Chers parents, chers frères et sœurs, je vous écris cette lettre pour vous donner de mes nouvelles. Nous avons tous été convoqués pour être déportés quelque part en France ou à la frontière allemande. Nous sommes 3 camarades qui ne nous séparons pas. Nous avons un très bon moral. Surtout, ne vous faites pas de mauvais sang pour moi, chers parents, car vous pouvez, je vous assure, avoir confiance en votre fils Mardoche. Je travaillerai puisque j'en suis capable. Vous n'avez pas à vous inquiéter sur mon sort, car, comme vous le savez, nous mangeons très bien et nous avons été habillés complètement. Je vois Françoise, Sarah, Sol, Marinette et Marcel ainsi partent avec moi. Elles ont versé quelques larmes, mais avec moi, je leur remonte le moral. Je vous écris cette lettre en vitesse, car je n'ai guère le temps. Nous avons un très très bon moral, et malgré ce départ, nous sommes joyeux, tous les 3, puisque nous tous
vous savons en sécurité. On dit que les voyages forment la jeunesse. Alors, ne vous faites pas de mauvais sang. N'importe où nous allons, nous serons traités comme il faut, si nous avons la volonté de travailler. Vous, chers frères et sœurs, je pense à vous, et je remercie Dieu de vous savoir près de mon père et ma chère maman. Ne vous laissez pas abattre. Prenez la vie comme elle vient, car vous pouvez encore avoir beaucoup confiance en votre fils, qui lui a un très bon moral, se porte mieux que jamais, est encore jeune et avec beaucoup d'espoir de vous revoir bientôt, plus tôt que vous ne le pensez. Maman chérie, je comprends ta peine, car avec celle de papa. Mais que voulez-vous? C'est la vie. C'est la vie, je m'excuse. Je me suis débrouillé à vous écrire. Ne vous en faites pas. Chaque fois que je pourrai, je tâcherai de vous écrire. Surtout, ne vous faites pas de mauvais sang, si vous ne recevez pas de mes nouvelles. J'espère, chers parents, que vous vous portez bien, ainsi que mes frères et sœurs. Je voudrais que vous puissiez me voir, comme j'ai grossi et bronzé. Maman chérie, j'espère que Mallette te trouvera en parfaite santé, avec un bon moral, si tu ne veux pas être fatigué. Passe le bonjour aux camarades et amis. Embrassez bien mon oncle et ma tante Marcel, que j'aime beaucoup, ainsi que ses enfants. La Perlette, Adolphe, monsieur et madame Bounan, Nina, son mari, et sa famille, Azan, et sa famille. Enfin, tous ceux qui demandent après moi. Schneider, Amiral, particulièrement la famille Christo, qui me rend... Tous ces gens-là, ce sont des catholiques, la plupart ici. Christo, qui me rend un grand service, mon chef directeur et camarade. Je vous demande encore une fois, très cher papa, maman, frères et sœurs, de ne pas vous en faire. Je vous en supplie. Pensez à vous. Je me débrouillerai de mon côté. Ne m'envoyez pas de réponse. Nous autres, les célibataires, sommes tous ensemble. Il en arrive tous les jours de Paris. Ils sont presque la plupart de là. Vous savez comment je parlais à l'époque, j'ai 16-18 ans. Je n'ai plus rien à vous dire pour le moment. Je suis content, très content de vous savoir en sécurité. Un petit voyage, je vous assure, chers parents, cela ne nous fait pas de mal, puisque nous allons voir du pays et que quand nous serons réunis, je pourrai vous raconter mon histoire, qui commence à être belle, plein d'imprévus et de courage et de volonté. Ici, dans le camp, on achève les préparatifs pour 1000 personnes. Le départ est proche. J'ai avec moi 2 couvertures, très chaudes, ainsi que 2 gros pullovers, du linge de camp, 3 chemises, 3 paires de... mais ça devait être, puisque c'est effacé dans la lettre, 3 paires, je devais dire, des chaussures, 2 maillots de corps, un béret, un blouson, un manteau, une paire de chaussons, des galoches, des brodequins et une paire de pantoufles, etc. Il ne me manque donc rien. Pour nous, c'est la grande aventure qui continue et nous nous engageons joyeusement. Aussi, nous nous en faisons pas. Je termine ma lettre en vous embrassant, cher papa, chère maman, du plus profond de mon cœur, ainsi que mes petits frères, Marcel, Élie, Roger, Émile, etc., avec mes petites sœurs, Rachel, Messodie, Perlette, Alice, Marie, Lisette et Antoinette. Toutes mes pensées sont avec vous, celui qui pense à vous et pour la vie, signé Mardoche. Encore une fois, ne vous inquiétez pas pour moi, pensez d'abord à vous, à mes frères et sœurs. Maintenant que je suis endurci, je suis un homme, vous pouvez me croire. Je prends la vie du bon côté. Je vous embrasse encore tous, de gros baisers à toi, cher papa, ainsi qu'à toi, maman, chérie, que Mallette te trouvera en bonne santé et avec une grande confiance en l'avenir, et en ton fils, chéri,
gros baisers à tous les enfants, et alors là, il manquait quelque chose, et bon, et à bientôt. Je termine en disant, la Marcelle, la Marinette, la Françoise, la Sol, la Zara adressent de bons baisers à leur famille. Ayez tous beaucoup d'espoir. Signé Mardoche. Alors les noms que je viens de dire, les derniers, c'est les prénoms de ceux qui étaient avec moi, de ces jeunes filles qui ont été déportées en même temps que moi et qui ne sont pas revenues. Vous avez retrouvé des jeunes filles que vous connaissiez? Non. Vous ne les connaissiez pas avant? Ah si, oui, ce sont des jeunes filles que j'ai connues qui faisaient partie de la communauté, mais elles ne sont pas revenues, aucune n'est revenue des camps, aucune. Si, aujourd'hui, mais à la sortie des camps, je ne sais pas, de notre transport, on était une vingtaine, c'est tout. Aujourd'hui, on se retrouve 2. Je ne sais pas s'il y a un troisième, je n'ai pas de traces ou quoi, mais aujourd'hui, j'ai avec moi un des survivants de mon transport, que je pense que beaucoup de gens connaissent, qui est Pierre Chiliot. Vous avez entendu parler des pianos Chiliot, qui sont dans les générations, je crois, en ce moment, à 160 ans de génération de piano. Et qui était, lui, avec son père, et à l'époque, lui n'avait que 12-13 ans. Son père ne l'a jamais quitté. Lui n'a jamais quitté son père. Ce sont les seuls qui sont revenus du camp que j'ai bien connu. Et je crois qu'aujourd'hui, avec M. Chiliot et Maxime Brati, nous sommes les 2 survivants de ce transport. Voilà. Vos parents ont reçu cette lettre. Oui. Alors eux, il leur est rien arrivé. Comment ça s'est passé pour eux? Eh bien, comment ça s'est passé pour eux? À 2 reprises, les collaborateurs sont venus chercher mon père, la première fois à la maison, et ils sont entrés à la maison, ils ont demandé après mon père, maman était là. Maman leur dit, écoutez, il n'est pas là, il est parti, il est au travail, il n'est pas là à cette heure-ci. Alors, ils ont commencé à fouiller dans les tiroirs, c'était vraiment dégueulasse, on va dire. Ils ont trouvé une petite bague, ils ont trouvé quelques insignifiantes qu'ils ont ramassées dans les tiroirs pour essayer de voler quelque chose. Ils sont partis, ils ont dit, écoutez, vous direz à votre mari que nous passerons un peu plus tard. Bon, et ils sont partis. C'était qui ça? C'était la police? C'était les collaborateurs la milice. Oui, la milice, c'était la milice. Ensuite, ils sont allés une seconde fois à l'usine pour prendre mon père à l'usine. Et ils voient le directeur de l'usine, et puis le directeur, écoutez, il n'est pas là, je l'ai envoyé en course, il ne tardera pas. Bon, ils ont attendu une petite demi-heure, non, il est pas, ils sont partis. Et le directeur lui a dit, il s'appelle monsieur Georges Amblard, c'est le directeur de la compagnie du gaz à Saint-Fond. Il y avait une usine où mon père travaillait, il était employé dans cette usine, et quand il est arrivé, ce monsieur Georges Amblard a dit, écoutez, monsieur Moïse Brati, c'est fini, hein, il faut que vous partiez. Alors moi j'ai une maison à la Tour du Pin, je vous prête ma maison et vous partez avec votre famille. Et mon père, sur le coup, il voulait attendre, et puis comme il a vu qu'ils n'arrivaient pas, eh bien, la première heure du matin, comme une lubie, il s'est levé à 2-3 heures du matin, il a habillé les enfants, il a pris les bagages, et ils ont pris le premier train, parce que pour aller à Lyon, il n'y a pas d'autre communication que le tram. Alors ils ont pris le tram, ils étaient là-bas à 4 heures du matin, le tram devait partir vers 6 heures du matin, ils sont montés dans le premier tram, ils sont arrivés à Lyon ils ont pris un car, et ils sont allés à la Tour du Pin. Le patron, qui est ce monsieur dont je vous parle, la famille de Georges Amblard, qui a eu de la part d'Israël la médaille des Justes, et il y a un arbre planté à sa mémoire, et qu'on a honoré, et cet homme et cette famille ont reçu mes parents, ont reçu toute ma famille à la Tour du Pin. Ont reçu toute la famille à la Tour du Pin. Et la maman a placé à la Tour du Pin, dans chaque ferme, elle habite 2 enfants. Alors vous voyez, il y avait 5 fermes. Et maman travaillait comme cuisinière chez un paysan. Papa travaillait comme jardinier chez son patron, dans sa propriété. Et ils sont restés jusqu'à la Libération, où ils sont rentrés. Donc ils ont été cachés pendant toute la guerre. Ils ont été cachés toute la guerre, depuis 43-44, jusqu'à la Libération. Alors vous êtes parti donc de Drancy par le convoi, un convoi. Vous êtes parti en septembre 43. Je suis parti le 2 septembre 43. Alors on nous a rassemblés, nous étions 1000 personnes, exactement 1000 personnes, je sais pas, c'est 1002 ou 1003, 1000 personnes.
et nous avons pris le train à Drancy, et c'est de là à Bobigny, puisque le train partait de Bobigny, et c'est là que nous sommes partis pour le camp d'Auschwitz-Birkenau. Et le voyage s'est passé dans des... Vous racontez, c'est impensable, nous étions 100 par wagon, je ne sais pas si vous imaginez, magasin 100 dans un wagon à bestiaux, avec une simple tinette où les gens pouvaient faire leurs besoins qui, en roulant, il y en avait de partout. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu, mais ça a été aussi une des grandes chances. Disons, ça a été un peu le commencement de mon histoire, la grande chance de ma vie. Je vous raconte une anecdote qui est extraordinaire, qui, je pense, fait partie de ces histoires. Le wagon qui est devant nous, de l'intérieur, a eu une échappée. Quelques jeunes ont réussi à soulever les planches, à se laisser glisser et à s'évader de ce train. Mais derrière, il y avait les SS qui surveillaient au départ du train et à l'arrivée. Et ils ont vu quelque chose qui se passait, ils ont tiré l'alarme, le train s'est arrêté, on ne comprenait pas. Nous étions, dans les wagons, le train s'est arrêté et ils sont courus après ceux qui s'étaient évadés, ils les ont tués. Il y en avait 3 ou 4, je ne peux pas vous dire c'est exactement un près combien il y en a eu. Et alors on a fait descendre du wagon où ils étaient toutes les personnes, les 100 personnes qui étaient à l'intérieur. On les a fait déshabiller, ils étaient complètement nus. On leur a fait déposer par terre, en bas du wagon, on leur a fait déposer tous leurs habits, et on leur a donné une couverture à chacun. Et chacun est remonté dans le wagon avec cette couverture. Le train a redémarré, mais quand nous sommes arrivés à Auschwitz-Birkenau, la première des choses, un camion était là, à l'arrivée. On a pris ces 100 personnes qui étaient dans ce wagon, moins ceux qui ont été éliminés, on les a mis dans ce camion, ils sont partis directement à la chambre à gaz. Alors imaginez-vous que je sois moi dans ce wagon. Vous voyez ce que je veux dire? Le destin de chacun. À un moment donné, on ne sait pas pourquoi. Ici, j'ai la chance d'être dans le wagon d'à côté. J'aurais pu très bien, en montant, être monté dans ce wagon. Aujourd'hui, je ne serais pas là en train de vous parler, certainement. Mais voilà comment ça s'est passé. Alors voilà un petit peu déjà. Et alors on arrive, bien entendu, à Auschwitz-Birkenau, où il y a eu la sélection. Alors bien entendu, vous connaissez, je peux encore répéter, la sélection, on a mis les enfants avec les parents d'un côté, et les gens âgés de l'autre, et ensuite on a sélectionné parmi les jeunes gens qui restaient. Les jeunes gens qui restaient, ils ont sélectionné 250 à peu près de personnes, entre les femmes et les garçons et les hommes, sur les 1000. Et j'ai fait partie de cette sélection. Vous allez me dire, mais comment? Ben oui, facile. On m'a demandé mon métier. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas raconté toute mon histoire. Je vous parlais que j'étais soudeur. Mais pendant une période, entre la partie où j'étais soudeur et la partie où avant d'être arrêté, j'avais appris un métier parce que à l'usine Berliet où je travaillais, l'ingénieur m'avait dit, écoute Maxi, moi je vais te donner un conseil. Tu travailles là, mais moi je serai à ta place, j'irai apprendre un métier. Parce que si tu apprends un métier, ton avenir est assuré pour le restant de tes jours. Quand vous entendez quelqu'un qui vous raconte ça, première des choses, quand j'arrive à la maison, je dis à mon père, c'est papa, l'ingénieur m'a dit que si j'apprenais un métier, mon avenir était assuré. Comme je vous dis, mon papa était bon. C'est intelligent, mais il était illettré. Lui, dès l'instant où on portait une blouse blanche, pour lui, c'était un dieu, c'était une référence. Et il me dit, bah écoute, je lui dis, voilà, il m'a dit, moi j'ai un métier que j'adore et que j'aurais aimé faire, c'est d'être ajusteur-tourneur. Ajusteur-tourneur parce que c'est un métier de précision. Et je lui dis, est-ce que tu permettrais que j'aille suivre? Et textuellement, mon père m'a répondu, mon fils, je me suis passé de toi jusqu'à présent. Eh bien, va apprendre un métier, je me passerai de toi. Et c'est comme ça que j'ai été apprendre. Mais alors l'aventure, je voulais être ajusteur-tourneur. Et lorsque nous avons fait le test à l'école qui est rue de Dieu à Villeurbanne, on peut retrouver, cette école existe, rue de Dieu, une école de formation professionnelle, j'ai voulu passer mon test. Et quand j'ai passé mon test, on m'a dit non monsieur, vous serez serrurier forgeron. Ah, serrurier forgeron, mais je me mets à pleurer, mais je ne veux pas être serrurier, je veux être ajusteur-tourneur.
Et le professeur me dit, mais non, ça sera ça ou rien, ou alors ça sera ça ou rien. Je suis rentré à la maison, mon père me voit pleurer, il me dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui se passe? Je dis, comment, qu'est-ce qui se passe? Je veux apprendre un métier, ajusteur-tourneur, c'est ce qui me passionne, c'est ce que j'aime. Et c'est mon avenir, et il veut que je sois serrurier forgeron. Et mon père, écoutez, la réponse me dit, écoute mon fils, le professeur est plus intelligent que toi, alors tu vas faire ce qu'il te dit. Tel que, je tombe des nues, mon père a dit ça, et ben je vais, et j'apprends le métier de serrurier forgeron. Alors tout ça pour arriver au départ, quand je suis sélectionné, quand l'Allemand me demande, qu'est-ce que tu fais? Alors je lui dis, je suis serrurier forgeron. Mais l'Allemand n'a pas compris, mais il y avait l'interprète. Il dit, is a Schlosser? Ah, Schlosser? Ah, j'ai besoin de ça. Et c'est comme ça que j'ai été sélectionné et que la chance encore m'a souri une première fois. Et c'est comme ça que j'ai pu être parmi ceux qui sont restés dans le camp. Alors, dans le camp, d'abord, vous avez donc travaillé comme... vous faisiez quoi? Alors, dans le camp, j'ai rien fait. Parce que nous sommes arrivés, vous avez vu, le 5 septembre 1943, et nous sommes restés en quarantaine dans le camp de Birkenau, Auschwitz-Birkenau. Birkenau, c'est Auschwitz II, c'est l'agrandissement du camp de Auschwitz I. Et nous sommes restés ici en quarantaine. Mais ne croyez pas que la quarantaine, c'était facile, qu'on attendait, qu'on était là au soleil, qu'on attendait. Tous les matins, nous avions l'appel. Et tous les matins, il y avait une sélection. Quand le SS avait décidé, quand il voyait le nom, quand il avait décidé que celui-ci était pas très costaud, pas très bien, un peu maigre pour travailler, comme il en arrivait tous les jours, enfin, vous savez certainement mieux que moi, le nombre d'arrivées chaque jour, il y avait 2000, 3000 qui arrivaient tous les jours. Et quand je me suis retrouvé, j'ai perdu le filon là. Oui, on est resté en quarantaine et tous les matins à l'appel, on sortait à 6 heures du matin, le chef de bloc nous sortait, le SS arrive à 8 heures du matin, et nous étions déjà transis de froid déjà à ce moment-là, à attendre, et le SS quand il avait nommé celui-ci enlevé, on lui relevait son numéro, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a ici, nous portons tous un numéro qui est ici, je vais vous le montrer, que vous sachiez. Il porte le numéro 145 922. Voilà. Vous voyez ce numéro? Alors, de ce fait, quand on est resté pendant 3 semaines, il relevait le numéro de ceux qui n'étaient pas en bonne santé et le capot du bloc, le matin, les expédiait à la chambre à gaz. Et il y avait d'ailleurs, puisqu'il en arrivait tous les jours. Et on est resté en quarantaine, hein, et un beau matin, persuadés, on nous a ramassés, réveillés à 5 heures du matin, on nous a réveillés, on nous a fait sortir, et on était persuadés, c'est fini, on va tous aller à la chambre à gaz. Eh non, c'est la grande surprise. On nous emmène, on nous met dans un train, direction ghetto de Varsovie. Pourquoi ghetto de Varsovie? Vous savez que le ghetto de Varsovie a été détruit, bombardé en mai-juin 1943, il ne restait plus rien du ghetto. Et ils avaient pris des commandos d'Auschwitz, ils avaient pris 3500 déportés pour aller nettoyer ce ghetto. Quand je dis nettoyer, faire de la récupération. Parce que aussi, la matière première, vous savez que la plupart toutes les maisons polonaises sont faites de briques. Alors il fallait tailler la brique, il fallait récupérer toutes ces briques, il fallait récupérer le plomb, il fallait récupérer le cuivre, le bois, tout était récupérable. C'était quelque chose d'indispensable pour l'Allemagne, c'était une matière première. Et nous étions le premier transport arrivé. Ils avaient construit à l'intérieur du ghetto, ils avaient construit un camp. Et c'est dans ce camp-là où tous les matins, nous étions, tous les jours, on sortait le matin pour travailler à l'extérieur et on rentrait le soir. Et comme ça pendant aussi jusqu'en juillet 1944, où on est parti du ghetto quand les Russes sont approchaient la Vistule, voilà. Alors, quand vous travailliez dans le ghetto, vous étiez nourri comment? Vous étiez... Quand on était nourri, il y avait des cuisines où on mettait dans des grandes marmites et on faisait la queue, on n'avait qu'à tendre notre gamelle et on nous versait une louche. Alors, si on avait la chance de bien connaître le chef de bloc qui était bien avec nous, il mettait la cuillère au fond et on avait le légume. Si on n'était pas un copain, il prenait le potage au-dessus. Alors, vous voyez, il y avait même une différence dans la distribution de la nourriture.
Et c'était qu'un potage à midi, puis c'était qu'un morceau de pain le soir, et puis le matin, c'était un extrait de café, voilà. Et vous faisiez quoi matériellement? Alors, le camp qui était construit, tous les matins sortaient du camp les commandos pour aller dans le ghetto pour récupérer tout ce matériel. Nous étions dirigés par des Polonais qui venaient de l'extérieur, des entrepreneurs, pour diriger, mais entourés des SS mitraillettes à la main. Et on travaillait, on rentrait le soir. Et comme ça, pratiquement jusqu'au moment où Et vous ramassiez des briques, vous faisiez... Alors, j'ai eu plusieurs... Disons que mon destin s'est joué un peu à ce moment-là. J'ai travaillé, mais j'ai travaillé dans ce travail à faire de la récupération, mais à un moment donné, j'avais comme amie en relation. Vous savez que dans les camps, il y avait quand même le respect du numéro. Celui qui avait le numéro 27000, qui était le premier transport de France. Je citerai simplement un nom, un ami qui s'appelle Maurice Serrouillat, qui était parmi les premiers transports de France. Bon, avait sympathisé avec moi, il m'a dit, écoute, tu vas venir travailler avec moi. Mais travailler quoi? J'ai travaillé dans ce qu'on appelle le TOD commando, le commando des morts, pour brûler les morts. Parce que vous savez que dans le ghetto, il n'y avait pas de crématoire. Qu'est-ce qu'il fallait faire des cadavres? Il fallait qu'ils disparaissent, il ne fallait pas qu'ils restent ici. Alors, on a pris, tous les matins, dans un grand chariot, vous avez dû voir dans les images ces chariots, on mettait tout ce qui était mort dans la nuit, parce que les gens étaient morts de maladies, de typhus, de diarrhée, de fièvre, ils étaient morts. Et tous les matins, le chef du bloc prenait tous ces morts et les mettait dans une baraque. Et nous récupérions dans la baraque tous ces morts qu'on mettait dans une... Et on sortait du camp pour les brûler à l'extérieur. Alors, pour les brûler à l'extérieur, comment? On prenait du bois, on mettait une couche de bois par terre, on mettait une couche de cadavres, on remettait encore une petite couche de bois, encore une couche de cadavres, comme ça, c'est monté. Ensuite, on jetait et on versait de l'essence. On avait de l'essence, on versait de l'essence autour et on y mettait le feu. Et on laissait brûler, et c'est comme ça qu'on brûlait les cadavres. Oui, mais ça n'a pas duré. Parce que les Allemands se sont rendus compte que ça coûtait très cher. L'essence, le bois, toute la paille, tout ça, ça coûtait trop cher. Et à la fin, ils ont décidé qu'on les enterrerait et on les met. C'est pour ça qu'aujourd'hui, après, on a eu beaucoup de preuves qu'on a retrouvé ces cadavres, ces fossés. Et j'ai fait partie de ce commando. Et puis, une fois, je suis tombé malade, j'ai eu le typhus. D'ailleurs, vous voyez sur le programme, j'ai eu le typhus. J'avais 41, 42 de fièvre. Je suis rentré dans ce qu'on appelle la baraque hôpital, dans ce ghetto. Une baraque hôpital, je suis rentré là-dedans. Et puis je suis resté 3 jours de fièvre intense. Et puis quand ça a été un peu mieux, j'ai commencé à marcher dans ce couloir. Et mon destin a pris le bon chemin. C'est trouvé le chef du bloc. Vous savez que le chef du bloc là-bas, on avait aussi dans les camps, pas uniquement des juifs, mais il y avait ce qu'on appelle les homosexuels, qui avaient le triangle rose. Et ce monsieur qui était le responsable de cette baraque de malades me voit dans le couloir, il dit, viens ici toi. Alors je vais à lui, il me dit, voilà, j'ai ma chambre, tu vas me la nettoyer. Alors je vais dans sa chambre, puisque je marchais dans ce couloir, je faisais les quelques pas, je vais dans cette petite, qui faisait quoi, de 3 mètres sur 2 mètres 50 ou 3 mètres, et je rentre là-dedans, et puis c'est pas que je veuille me vanter ou quoi, je vous ai dit, je suis quand même l'aîné d'une famille de 16 frères et sœurs. Je sais laver, je sais repasser, je sais faire un lit, je sais frotter le parquet, je sais laver ma vaisselle. Alors de ce fait, je suis rentré là-dedans et j'ai commencé à frotter le parquet. Je lui ai fait un lit au carré impeccable. Je lui ai fait ça. Enfin, pendant 2 heures, il n'était pas rentré dans sa chambre. Et moi, au bout de 2 heures, j'avais pratiquement terminé, mis au propre le tout. Et il est rentré. Et il est surpris de voir cette propreté. Et il me dit en allemand, Ziad Gemardas, c'est toi qui as fait ça? Alors, je ne savais plus, vous savez, il fallait dire oui ou non. Je fais oui, comme ça. Il me dit, ben, Zibi bleib dir, maintenant tu vas rester ici. Et ça a été la chance, ma grande chance. C'était depuis février 43 jusqu'au mois de juillet
43. Où j'avais, par rapport aux autres, j'étais le, on va dire, le Sturmedienst, l'aide de camp de cet homosexuel qui était là, prisonnier. Et je suis resté dans la baraque et j'avais à manger, je ne veux pas dire à profusion, mais au lieu d'avoir un bol de soupe, j'en avais 3, 4. Au lieu d'avoir un morceau de pain, j'avais 2, 3 morceaux de pain. Vous voyez, j'ai pas manqué. Et si vous voulez, et en plus de ça, j'étais protégé dans une baraque où je pouvais dormir, pas loin. Et c'est un peu ce qui m'a sauvé, qui m'a donné un deuxième temps, un deuxième brosseur pour... Vous avez guéri des typhus aussi. Oui. Vous êtes resté au ghetto de Varsovie jusqu'à quelle date? Jusqu'à fin juillet. Jusqu'à fin juillet 44. Et à ce moment-là, le ghetto a été abandonné par les Allemands. Eh ben, il était abandonné par les Allemands, puisque les Russes arrivaient, ils étaient pas loin de la Vistule, et qu'il fallait éliminer d'abord tous ceux qui ne pouvaient pas marcher, et on a gardé sur la route que ceux qui étaient valides et qui pouvaient faire la route. Vous êtes parti à pied? On est parti à pied. Nous avons fait Varsovie-Kovno. Kovno qui se trouve entre 100 et 110 km de Varsovie. Et nous avons fait ça en 3 jours de marche. 3 jours de marche. Et alors, vous voyez déjà la date, fin juillet. Il faisait torride, sans manger, sans boire. Bon, mais ce serait trop long aujourd'hui. Je crois qu'il y aurait pas assez de cassettes aujourd'hui pour enregistrer, parce que je peux vous dire qu'il y a eu plein d'aventures pendant ces 3 jours de marche. Comment on a approché une rivière et qu'on ne nous a pas laissé, que les SS ont fusillé les quelques-uns qui allaient pas goûter de l'eau. Et qui, en fin de compte, oui, mais c'était un peu... Et puis, l'idée m'était venue, puisqu'il y a de l'eau à côté, il n'y a pas de raison qu'on ne trouve pas de l'eau juste à côté. Et de ce fait, on avait creusé un trou à quelques mètres sur 1,50 m, près de 1,50 m de profondeur, pour avoir de l'eau qui suintait, pour pouvoir avoir un peu d'eau. Mais enfin, ce serait tout le monde à raconter cette aventure. Vous étiez combien sur ces routes? Eh bien, nous, on est partis 205... attendez, du camp... j'ai pas le chiffre exact, vous savez, je sais qu'on est parti avec... j'ose pas dire n'importe quel chiffre, hein, mais certainement entre 800 et 1000 personnes, et puis à partir de là, beaucoup sont restés sur la route, n'ont pas pu marcher, ont été éliminés, et il a fallu faire les 300 km pour arriver à trouver un train qui nous attendait pour nous emmener dans le camp de Dachau. Donc vous êtes parti à Dachau à ce moment-là? Nous sommes partis de Varsovie. L'intention des Allemands, c'est d'aller rejoindre le train qui n'arrivait que la ville de Kovno, oui. À Kovno, pour rejoindre la ville de Kovno, je vous dis, qui faisait quand même 3 jours de marche à 100 km, parce que le train ne partait que de là-bas. Alors on a rejoint ce train, et c'est ici qu'on nous a mis dans des wagons, mais alors pas des wagons fermés, dans des wagons plein air. On nous a mis là-dedans et nous sommes allés directement dans le camp de Dachau. Et nous sommes arrivés au camp de Dachau, où on nous a gardés. Mais vous savez que le camp de Dachau n'est pas un camp d'extermination, c'est un camp d'internement. Et nous sommes restés là une 8aine de jours dans ce camp. Et c'est à partir de là qu'on nous a dispatchés tout autour de Dachau. Il y a plein de camps. Les camps s'appelaient Kaufring. Alors le camp de Kaufring, mais il y avait Kaufring 1, Kaufring 2, Kaufring 3, 4, il y avait 12 camps. À un près, c'était environ 12 camps autour de Dachau. Et vous étiez dans lequel? Et moi, j'étais dans le camp numéro 4. Et ce qui s'est passé dans le camp numéro 4, c'est qu'on partait travailler à l'extérieur pendant quelque temps, et à un certain moment, les Allemands ont décidé que ce camp deviendrait le Krankenlager, le camp des malades. Parce que tous ceux qui étaient plus ou moins malades ou handicapés dans les autres camps, on les amenait, et c'était devenu pratiquement le camp des malades. Alors, ça s'appelle Kaufring 4. Et ce Kaufring 4 est devenu le Krankenlager, le camp des malades. Et je suis resté, puisque j'étais arrivé en premier, je suis resté là-dedans. Mais comme je n'étais pas malade, ben on était à garder les malades, on n'avait rien à faire, on était là à ne rien faire. À ne rien faire, mais à ne pas être nourri non plus. Juste la casserole de soupe et puis le morceau de pain de tous les soirs et l'eau, la flotte, le café du matin, c'est tout. Et soigner les malades, ça consistait à quoi? À attendre qu'ils meurent? Attendre qu'ils meurent, de les retourner, les aider à se lever, c'était ça. Et c'est vraiment...
Et j'ai eu cette chance que vraiment ce camp a été transformé dans cet esprit, dans le camp de malades, ce qui m'a permis de survivre. Je pense que si j'aurais été dans un autre camp, je n'aurais pas résisté peut-être à tous les travaux, à tout ce qui se passait. Il y avait des maladies, il y avait du typhus dans ces Il y a camps. du typhus. Le typhus est plus grand. Je vais vous dire, on arrachait des... puisque j'ai eu l'occasion de brûler tous ces morts quand j'étais, la plupart des cadavres qu'on retrouvait au bout de quelques jours avaient sous les bras des poignées de poux. C'est pas un pouls de poux, c'est des poignées, tellement il y en avait. Vous les laissiez quelques jours, ils étaient remplis. Malgré qu'on nous couplait, malgré qu'on nous rasait, malgré qu'on avait, ça venait du typhus. Et c'est là que beaucoup, disons, la plupart sont morts du typhus là-bas. Et ça a duré ça jusqu'en 45. Alors ça a duré jusqu'en 45. C'est en avril 45, le 25 avril 45, où alors les Allemands ont décidé de liquider les camps, de terminer des camps. Et moi qui étais dans ce camp, ils ont liquidé, j'ai dû vous montrer une photo un peu de ce camp, comment ils en ont fait. Ils l'ont arrosé d'essence et ils ont brûlé tous les cadavres. Et nous étions peut-être 200 à sortir de ce camp. Et nous avons fait la marche. Et on a fait la marche Kaufring jusqu'à Allach, le camp de Allach, qui se trouve à 2 jours de marche. C'était le 25 avril 45. Je ne sais pas la raison pour laquelle les Allemands ont décidé de regrouper le peu de déportés qui n'étaient pas malades, qui pouvaient marcher, de les réunir dans ce camp-là. Et nous sommes arrivés dans ce camp de Allach, où nous sommes restés, et où on a été libérés le 30 avril 45. Mais là aussi, oui, pardon. Et là aussi, un grand événement, une histoire à raconter, parce que elle a marqué, elle a marqué le souvenir d'un très grand ami, un de mes grands amis. Vous allez voir, c'est rare. Nous étions dans le camp, c'était après le 25, puisque nous avons été libérés le 31, c'est-à-dire le 30, 3 jours avant, ça veut dire le 27. Nous sommes 3 amis. L'un s'appelle Gaston Matuzanski, qui est parmi les premiers numéros, qui portait le numéro 38 000. Alors les Français ont commencé dans le numéro 27 000, moi je suis à 145 000, vous avez mon numéro 145 922, alors je suis déjà d'une autre génération, arrivé plus tard, et avec cet ami, on est en train de se promener dans le camp à tourner, c'était le soir, et mon ami, je sais pas, un regard par terre, qu'est-ce qu'il trouve? Et c'est vrai, ça existe, on peut le retrouver, trouve un billet de $100. Vous imaginez dans un camp de déportation, trouver par terre dans un billet de $100. Et mon ami Robert, il s'appelle Robert, et puis il dit tiens prenez, il dit non, je dis bah écoute voilà avec ce billet, la première des choses, puisqu'on sentait quand même, on sentait que la libération n'était pas loin et ceci, et qu'on entendait des éclats d'obus, et il dit bah, avec ce billet de $100, on prend la première voiture et on rentre en France tout de suite. Alors, mon ami Gaston lui dit, bah, tu gardes, c'est Robert, un grand garçon qui faisait 1m80, c'était pas bien d'être grand, parce que plus tu étais petit, moins tu évitais tes coups, c'était aussi. Et il garde le billet, et nous sommes tous les 3, et on est contents, on va être libérés, on va bientôt partir, il n'y a aucun problème. Et à un moment, on entend des éclats d'obus. Alors on se cache, et on se cache dans la cuisine, puisqu'il y avait une cuisine derrière on se cache. Alors moi je suis sur la gauche, j'ai mon ami Robert au milieu et mon Gaston est à la droite, et donne un éclat d'obus, et il reçoit un éclat d'obus en plein dans l'estomac. Le sang coule, en 2 minutes il était mort. Que faire? Il a les $100 sur lui. Et comme il nous parlait beaucoup de sa femme, il ne nous parlait que de ça, de sa femme. Sa femme travaillait au laboratoire de Joliot-Curie ici à Paris. Elle était à la recherche. Et il nous parlait que sa femme lui faisait la cuisine, qu'elle était extraordinaire, qu'il n'avait jamais vu de femme aussi formidable. Il ne parlait que d'elle. Et on s'était juré avec mon ami, eh bien, puisque on a ces $100, la première des choses en rentrant à l'hôtel Lutetia en France, ce serait de lui remettre. Alors, nous avons enterré, dans l'heure qui suit, dans le camp de Allach, nous avons enterré notre ami Robert.
Et vous voyez le destin. Pourquoi pas mon ami? Pourquoi pas moi? Non mais, je sais pas, est-ce que vous voyez? Vous imaginez? Un éclat, pourquoi lui, pourquoi? Et pourquoi pas moi et pourquoi pas l'autre? Parce que le destin était là. Et quand nous avons été libérés et qu'on est rentré à l'hôtel Lutetia, la première des choses qu'on a eu à faire, c'est faire recherche le bulletin, le numéro de téléphone, adresse, et on a pris rendez-vous avec sa femme. Elle habite rue des Petits Carreaux, dans la rue des Petits Carreaux, dans une rue parallèle, dans le 5e arrondissement. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors, la première des choses, en sortant de l'hôtel, nous sommes allés, on a pris rendez-vous avec elle. Elle nous a très bien reçus. Et puis on lui a dit combien, d'abord, avant tout quoi, on lui a dit combien son mari ne pensait qu'à elle, qu'il ne rêvait que ça, que d'arriver. Et ce malheur est arrivé en dernière minute, et on lui raconte l'histoire de ces $100. On lui dit, voilà, puisqu'il les a trouvés, c'est à vous. Elle n'en voulait pas. Et on lui a dit, si, mais ce que nous voulons, c'est que vous l'encadriez. Vous allez le mettre dans un cadre, vous mettrez vos $100 dedans, et vous serez, on va vous dédicacer en dessous, et on lui dit de la part de notre ami Robert. Et c'est comme ça qu'on a. J'ai revu quelque temps après, mais c'est vrai que ces années ont tellement passé vite que j'ai pas eu le temps. Mais je suis certain qu'il faudra que je prenne contact et je revoie un peu la personne. Et c'est comme ça qu'elle a ce cadre, ce tableau à la mémoire de son mari. Ça veut dire que les bombardements faisaient aussi des victimes dans les camps. Mais les bombardements, comme ils avançaient, les Américains, le but éclate en l'air, mais une fois que le but s'éclate et qu'il tombe, il peut tomber n'importe où. Ils n'avaient pas prévu de bombarder le camp. C'est juste cet obus qui s'est éclaté, qui a sauté. Et nous étions encore en plus de ça, nous étions dans les cuisines, derrière les grandes cuves qui faisaient à manger. On se cachait. Et pourquoi pas moi, et pourquoi pas moi, pourquoi lui? On se pose la question. C'est le destin. D'accord? Et ça, donc, c'était la veille de... C'était la veille de la libération. Alors, les Américains sont les Alors, Américains. les Américains sont arrivés. La première chose, ils ont encadré pour pas que... Mais nous, avec quelques amis, nous étions 5, 6, la première des choses qu'on a fait, c'est de sortir du camp et d'aller dans la première propriété d'un Allemand. Et nous sommes rentrés dans cette maison. Et quand ils nous ont vus arriver en treillis, on a réquisitionné la maison, le bas de la maison. On les a fait monter au premier étage en leur disant que s'ils bougeaient, on les descendait, hein, que c'était nous. Hein. On est restés et on a commencé à manger, ce qu'il y avait à manger. On était affamés, on cherchait à manger. Et puis c'est là qu'après, les Américains qui ont fui de partout nous ont ramassés et on est resté qu'une journée à l'extérieur, on n'est pas resté longtemps. Hein. La journée, les 2 journées qu'on est resté, mais ces Allemands ont eu peur quand ils nous ont vus arriver en treillis et qu'on leur a demandé de rester au premier étage, de ne pas bouger, et que nous on avait occupé leur propre maison. Je crois que c'était une leçon à leur donner et qui a dû marquer leur... voilà, c'était... Dans quel état physique vous étiez? Ben, le poids, je faisais 29 kilos, 29-30 kilos. Aujourd'hui, je fais 69 kilos. Alors, vous voyez, il y a 39 kilos de plus, mais avec un moral de 100 kilos. Et vous n'étiez pas malade, hein? Non, quand j'ai eu, à part le typhus que j'ai eu, et puis quelques maladies de la peau à un certain moment, bon, je suis quand même rentré, quand je suis rentré, j'ai fait quand même 2 années de convalescence. Hein, en 1945, on nous envoyait à Aix-les-Bains, dans des maisons de repos. On est resté 1 an, 2 ans de repos avant et on a repris la vie que dans les années 48. Donc les Américains vous ont libéré donc le 30 avril. Et là, vous avez comment ça s'est passé? Vous êtes rentré en France, vous avez pris non, la Croix-Rouge a organisé la rentrée. Nous étions là-dedans. Après, bien sûr, on nous a donné les pièces d'identité, on a demandé. Ensuite, on nous a tous amenés à l'hôtel Lutetia. Vous savez que l'hôtel Lutetia, c'était la commandature allemande avant que nous arrivions. Et de ce fait, de cet hôtel, tous les déportés sont venus. C'est à partir d'ici qu'on a pu nous diriger et puis changer. Et c'est là où vous avez pu reprendre contact avec votre famille? Alors non, pas tout de suite, parce que à l'époque, nous étions de la génération, il n'y avait pas de télévision. Vous êtes d'accord? Il n'y avait pas de télévision. Il n'y avait qu'une radio qui annonçait. Et nous sommes restés quelque temps à se faire dorloter. On ne pensait pas
ni à téléphoner, ni à savoir. Beaucoup ne voulaient pas connaître un peu ce qui s'est passé, si les parents sont là, pas là. Vous savez, un moment de regoûter à la vie avant de s'inquiéter. Et au bout de 15 jours, il était temps de rentrer chez soi. Après qu'on nous ait donné un peu d'argent, après qu'on nous ait donné des vêtements, des chaussures, qu'on nous ait habillés, on a commencé à goûter dans cette hôtel Lutetia. Moi, j'étais resté une quinzaine de jours. Et en fin de compte, il fallait que je rentre. Et comme je dis, je peux pas dire. Au départ, j'étais sûr. Enfin, j'étais pas sûr, mais j'étais quand même inquiet. J'étais sûr. Pour moi, la seule chose qui comptait, c'est que je retrouve que mes parents étaient là. Ils pouvaient pas être ailleurs. Mais c'était l'angoisse de savoir. Et on nous a donné un billet de train, une carte d'identité pour pouvoir voyager gratuit pendant quelque temps. Enfin, on avait été habillés et il fallait après attaquer la réalité. Et on nous a mis dans un train qui partait pour Lyon, nous accompagnait pour aller à la gare de Lyon, puisque j'habitais pour rentrer. Alors je partais, pas accompagné, mais chaque déporté était dirigé dans la ville. Il prenait le train gratuitement, sans rien. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'à l'époque, il y avait que la radio qui marchait. Et la radio annonçait toutes les heures les départs de train de l'hôtel Lutetia, de la gare de Lyon, de la gare de l'Est, de toutes ces gares, annonçaient le nom des déportés qui étaient dans le train qui allait rentrer chez eux. Mais je ne savais pas, j'écoutais pas la radio. La radio, on ne l'avait pas. À l'époque, il fallait être dans un appartement, il fallait radio, bon. Et puis me voilà, je prends le train pour le Paris-Lyon. Et j'arrive à la gare de Perrache, je descends, et qui est sur le quai? Il y a 150, 200 personnes qui sont sur le quai, qui m'attendent. C'est la surprise, ma mère est là, mes frères sont là, mes sœurs sont là, tout le monde est là, tout le monde m'accueille, mais je suis surpris, mais comment il le sait, je ne sais pas. Eh bien, de Lutetia, il y avait la radio qui partait de l'hôtel Lutetia, qui annonçait tous les jours, annonçait le départ des déportés, en direction de Strasbourg, en direction de Lille, en direction de Bordeaux, en direction de Marseille, en direction de Lyon. Et quelqu'un a entendu que Maxi Librati était dans le train et qu'il était parti de Paris et qu'il arriverait par la gare de Perrache aux Brotteaux. Et quand je descends à la gare des Brotteaux, qu'est-ce que je vois? Sur le quai, près de 200 personnes qui sont là, qui m'attendent, la famille, maman, et frères, sœurs et tout ça. Alors ça a été, je peux vous raconter toutes ces larmes, tous ces pleurs, tous ces moments. Et c'était aussi un des grands moments de ma vie, de retrouver mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs. C'était le plus beau cadeau que la vie m'a donné. Et après, vous avez repris la vie normale, vous avez repris le... Non, j'ai fallu 2 années de convalescence. Oui. À Aix-les-Bains, où on était dans des hôtels qui étaient payés par les déportés. On s'est reposé, j'ai eu pratiquement 2 années entières de convalescence. Et vous avez appris le travail après, ou est-ce que vous avez continué à être serrurier? Si je dois vous raconter, alors on va continuer, si vous écoutez l'histoire, vous verrez après. Et je prends, alors une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que quand j'étais à Paris, pendant que nous étions à Lutetia, il y avait un défilé de familles qui venaient voir les déportés avec des photos en disant: est-ce que vous connaissez celui-ci? Est-ce que vous connaissez celui-là? Est-ce que vous l'avez rencontré? Et le hasard a voulu qu'une dame qui s'était présentée présente une photo à un de mes amis qui s'appelle Gaston Matuszanski, qui vit encore, qui doit avoir aujourd'hui, je pense, 93 ou 94 ans, et qui vit toujours. Bon, il est peut-être pas très malin, mais il vit toujours. Et il reconnaît, il dit: mais je connais, c'est très bien, je l'ai vu moi. Mais alors lui dit: alors qu'est-ce qu'il est devenu? Eh bien, qu'est-ce qu'il est devenu? Il a pas pu résister. La première des choses qu'il a fait, il s'est jeté dans les fils barbelés, il s'est électrocuté. Parce qu'il n'a pas pu supporter plus longtemps les moments qu'il a passés à Auschwitz. Alors cette dame qui a trouvé qu'il y avait un témoin, nous propose d'aller manger chez elle, nous inviter le soir. C'est-à-dire l'hôtel Lutetia, et des étrangers nous invitent, et on s'engage à aller dîner. Et nous sommes allés dîner chez cette dame qui s'appelle Madame Kimmel, K-I-2-M-E-L, qui habitait 117 rue Monge, à
Paris, dans le 5e arrondissement. Alors pas loin déjà de la personne de mon ami Robert qui habitait là-bas à la rue Mouffetard, c'était pas loin. Enfin bref, je suis ici on va chez elle, et puis bon, on a terminé, bien accueilli, et à un moment, cette dame a joué mon destin pratiquement. C'est elle qui, si je suis un peu là, c'est un peu, je le dois un peu à cette femme. Un jour, nous étions là, elle me dit, écoutez, j'aurais bien aimé être votre marraine de guerre. Marraine de guerre, vous savez que c'était à la mode, ça, parrain, marin, on vous adoptait symboliquement pour qu'on puisse écrire, envoyer quelques mots. Je lui dis, écoutez, ça fait grand plaisir, bien sûr. Et quand je suis rentré de Lyon et que j'étais en convalescence, il n'y avait pas un mois où j'envoyais pas une petite carte de la part de votre filleule de guerre, de gros bisous, enfin, une certaine sympathie qui s'exerçait dans l'écriture. Jusqu'au jour où, à Lyon, à Saint-Fond exactement, où je suis, je reçois une lettre de cette dame qui s'appelle Madame Kimmel, qui m'écrit une lettre en me disant, écoute Maxi, si tu fais rien à Lyon, moi je te fais une proposition. Tu viens à Paris, je t'apprends un métier, et puis tu vois, et après tu pourras faire ce que tu veux. Et moi je t'apprendrai un métier. Alors quand je reçois cette lettre et que je montre à ma mère, inutile de vous dire dans quel état était ma mère, qui pendant 2 ans ne m'avait pas vu, et qui au bout de 2 ans après va quitter, et je dis textuellement, maman, qu'est-ce que tu veux de ton fils? Tu veux que je reste un serrurier forgeron? Tu veux que demain, si je rencontre une jeune fille ou quoi, je peux même pas porter une chemise blanche qui sera crasseuse, j'aurai les ongles pleins de suie, le nez plein de suie, les oreilles, tu vois devant et c'est ça que tu penses? C'est ça que tu veux de ton fils? Je lui dis non, moi si j'ai la chance, je veux apprendre, voir autre chose. Et c'est comme ça, après des pleurs de maman, je lui ai promis que tous les 15 jours, pas toutes les semaines, mais tous les 15 jours, je ferai le voyage Paris-Lyon pour venir la voir. Je resterai en contact avec elle, parce que d'abord, on ne payait pas le train, on avait des tarifs spéciaux, on entend pendant les premières années de notre... Non, et je suis venu ici à Paris. Et j'ai appris... Elle est venue, j'ai travaillé dans le textile, dans le textile. Le tissu, la vente de tissu en gros et la vente au tissu. Et alors, à une parenthèse, j'ai commencé avec une personnalité aujourd'hui qui s'appelle Régine. Vous avez entendu parler de Régine? Alors Régine, elle avait à l'époque 16 ans. C'est la sœur de Maurice Biederman. Je ne sais pas si vous le savez, c'est la sœur de Maurice Biederman. Et cette jeune fille travaille à la boutique comme vendeuse textile, tissio-mètre. Elle travaille, elle est là. Et moi, je suis dans le gros, je travaille dans le gros. Et on a une amitié, on sympathise. Et puis, bon, les années font que... Je suis resté pendant quelques années, pendant 2 ans à travailler dans le textile, jusqu'en 50-52. Et puis un beau jour, un de mes amis me dit, écoute Maxi, voilà, je te fais une proposition. Tu travailles ici, mais comme tu peux prendre 2 heures de ton temps, moi je te propose, je vais te donner des échantillons pour te faire faire de la représentation textile. Et comme la boutique était située, si je ne sais pas si c'est bien Paris, la rue Réaumur et la rue des Petits Carreaux. Le magasin qui fait l'angle, c'était une boutique de textile. Et Régine travaillait là, et moi j'ai travaillé au 2e étage dans le tissu en gros. Et on avait des relations amicales. Et j'ai travaillé pendant quelques années. J'ai perdu mon parrain adoptif. Il ne restait plus que ma marraine, qui avait 2 enfants. Et puis un jour, je vivais chez ma marraine. Puisqu'elle avait perdu son mari, je lui servais de chauffeur, je l'accompagnais, elle était un peu ma mère adoptive. Et je l'accompagnais, on allait au travail tous les matins, tous les soirs. Et un beau jour, cet ami me fait une proposition, un ami voisin me dit, écoute, moi, si tu veux me vendre, tu veux pas faire un peu de représentation pour moi? Mais je lui dis quand? Je lui dis, je peux te le faire, mais qu'entre midi et 2 heures, parce que moi je travaille et je peux pas abandonner cette marraine, c'est pas possible. Mais par contre, je veux bien faire ça. Alors, je prends cette collection et puis je commence à travailler. Et puis je me fais un petit peu d'argent, je gagne un petit peu d'argent, mais je m'absentais que de midi à 2 heures. Et ça durait comme ça pendant à peu près 1 an. C'est bien simple. Moi j'ai un frère qui a travaillé chez Renault. Et comme il avait le droit
il avait le droit à une réduction pour achat de voiture. J'ai dit, tu vas m'acheter une voiture. Et j'ai acheté une petite 4 chevaux. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette voiture, la 4 chevaux. Et j'ai acheté j'ai acheté un prix ridicule à l'époque, mais au moins, ça me donnait déjà un plus d'avoir une petite voiture, une 4 chevaux ici à Paris. Et j'ai continué à travailler, et un beau jour, et c'est là que mon destin se décide, le fils arrive entre midi et 2 heures, et il ne me voit pas dans la boutique. J'arrive avec un peu de retard, c'était 2h30, j'avais un client qui m'avait un peu retardé, et je rentre, et lui il est à la caisse comme ça, et il fait, tu as vu à quelle heure tu arrives? Oui, je lui dis que je suis désolé, mais j'ai un client qui m'a retardé, j'ai pas pu. Et il me dit textuellement, sans rien me demander, il me dit, c'est à prendre ou à laisser, tu restes ici ou tu t'en vas? Un ultimatum comme ça, devant sa mère. Je lui dis, ben écoute, j'ai bien réfléchi, je m'en vais, mais je ne partirai pas tant que je n'ai pas retrouvé un remplaçant, qui me remplace. Dans 15 jours, dans 3 semaines, mais je pars. Parce que si tu crois que mon avenir est ici, d'être ici dans une boutique de détail, hein, c'est pas ça mon avenir. Mais je ne laisserai pas tomber ta mère, mais je trouvais la personne adéquate pour me remplacer. Et j'ai trouvé, après un stage de quelque temps, un garçon qui s'appelle Albert, et qui a pris mon poste. Et à ce moment-là, je suis quand même resté en relation, mais j'avais un job, je travaillais comme représentant. Et j'ai commencé à travailler comme représentant. Dans le métier, j'ai fait connaissance dans le prêt-à-porter d'une famille qui était dans le prêt-à-porter. Moi, j'ai appris la mode, j'ai appris comme styliste, modéliste à l'Horte pendant quelques temps. J'ai suivi pendant une année des cours. Et ensuite, dans les années, quelques années après, j'ai monté ma propre affaire et je ne savais pas quel nom donner. Mais quand j'ai travaillé dans une boutique qui s'appelait Eddy, E-D-Y, et tous les clients qui rentraient me disaient « Bonjour Eddy ». Mais je ne m'appelle pas Eddy, je m'appelle Maxi. « Bonjour Eddy ». Et lorsque j'ai ouvert mon entreprise, je l'ai ouvert le jour de mon anniversaire, le 5 février 1963. J'ouvrais dans le Sentier, rue d'Aboukir, la première boutique Maxi Librati. J'ai ouvert cette affaire, j'ai commencé, et bien entendu, il me fallait... j'ai engagé mes frères et sœurs. Alors j'avais 3 frères, 2 sœurs avec moi. On a commencé à travailler, à faire de la création, enfin, pas raconter le haut détail, et j'ai développé cette affaire Maxi Librati les premières années. Et alors, je ne sais pas si vous allez vous en souvenir, mais en 1965, j'ouvre une boutique qui révolutionne Saint-Germain-des-Prés, qui s'appelle La Gaminerie. Je ne sais pas si vous avez connu La Gaminerie, qui était une boutique, une des premières boutiques à Paris qui était en nocturne et qui travaillait jusqu'à minuit. J'ai ouvert à Saint-Germain-des-Prés. D'ailleurs, si vous consultez le Larousse illustré, vous verrez La Gaminerie, boutique contemporaine, avec la photo de la boutique, avec un mot. Et voilà, et je démarre. Je démarre ici, et aussi paradoxal ça vous paraître, quelques années après, on est en 65, vers les années 66-67, on a la chance de lancer Paco Rabanne. Oui, Maxi Librati a lancé Paco Rabanne, le Paco Rabanne que vous connaissez. Comment? Très facile. Un jour, moi je fournissais la boutique en tant que fabricant, sous la griffe Maxi Librati, mais on achetait aussi à l'extérieur, chez des modélistes. Et un jour, on rencontre Paco Rabanne, qui lui est un fils de la Révolution d'Espagne, qui était venu ici en France, et il avait son appartement place d'Alexandrie. Je ne sais pas si vous connaissez la place d'Alexandrie. Alors, place d'Alexandrie, au 5e étage, il était avec sa sœur, et il coupait que des modèles, il montait que des modèles, il vendait un modèle par-ci, un modèle par-là. Et on le rencontre, on le trouve, et on lui dit, écoute Paco, non. Et on achète chez lui quelques vêtements, mais on achète un vêtement un peu exceptionnel. Je ne dis pas que Paco est fou, c'est un homme un peu exceptionnel. Il avait fait un manteau tout en vison. Mais qu'est-ce qu'il avait fait? Vison coupé comme ceci en losange. Et chaque losange avec un crochet de chaque côté, et tout ça répété. Alors ça faisait très moi, c'était le premier manteau en vison, coupé en morceaux comme ça, avec ses clous, et qui était habillé. Et ce manteau est exposé en pleine vitrine disons, de la gaminerie. Et puis le destin fait que un monsieur passe devant. Il voit ça, il rentre à l'intérieur de la boutique, il me dit, c'est vous qui faites ça? Alors j'avais pas lui dire non. Je
Je lui dis oui, c'est nous, on a nos stylistes, on a un. Et il commence à regarder nos produits, et il voit que les produits, ça a l'air de lui plaire, que c'est nouveau, qu'il y a quelque chose, quelque chose. Et puis il nous dit voilà, je vous fais une proposition. Qui est ce monsieur? C'est Neiman Marcus de Dallas. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est Neiman Marcus, c'est les Galeries Lafayette en 10 fois. Ce Neiman Marcus habite Dallas, le plus grand magasin, et un des plus grands. Il voit, et lui-même, le grand patron qui était certainement, pas pour venir acheter, mais qui était de passage à Paris, passe devant cette vitrine et voit et il tombe fou amoureux de ça, il dit il y a quelque chose, il y a une révolution ici. Qu'est-ce qu'on fait? Il nous dit textuellement, voilà, je vous donne un budget pour venir. Alors qui c'est que vous avez? Alors, on a 2 stylistes, Paco Rabanne et Michel Gillet. Mon partenaire Léo Berger et Maxime Brati. Nous sommes 4. Eh bien écoutez, je vous fais un budget, les 4, vous venez, vous préparez une 40aine de modèles et je voudrais que vous fassiez un défilé dans mes magasins à Dallas. Et nous voilà partis. On va chez Paco, on lui dit, tu sais Paco, on a trouvé quelqu'un qui est intéressé par nos collections et par ta collection. Est-ce que tu viendrais? Il dit, mais bien sûr, moi je vais avec vous. Alors, on monte dans l'avion et je me rappellerai toujours. Ça, c'est comme si c'était hier. Je suis à côté de Paco Rabanne et on bavarde. Puis on parlait de futur, de développement. Et il me dit, tu sais Maxime, moi un jour, je ferai un parfum. Il faudra que ça sente la merde et tu verras, je vais faire une révolution. Je ne sais pas si vous voyez, et ça, j'en donne ma parole d'honneur, je ne dirai pas ça, même de Paco Rabanne ou quoi que ce soit. Il m'a dit textuellement dans l'avion, et tu verras, ça va faire. Et on est parti, on a présenté la collection à Dallas, on est resté 4-5 jours à peu près, l'aller, retour et ça. Ils nous ont fait, on a fait un défilé, un très beau défilé. On n'a pas la prétention d'être les hauts couturiers, mais on avait fait un beau défilé, ils avaient été très contents. Neiman Marcus avait une très belle propriété dans les environs de Dallas. Ils avaient organisé un cocktail avec 500-600 personnes. On avait fait ce cocktail et on est rentré. Et après, bon, bien sûr, la presse, les journaux ont parlé de la gaminerie, de Paco Rabanne, de ceci. C'est comme ça qu'on a... Et alors, j'estime que ce premier voyage lui a porté chance et que j'étais un peu, avec mon ami, le départ de Paco Rabanne. Vous avez fondé une famille aussi. Oui, j'ai une famille, bien sûr. Garçon et fille, j'ai 3 petits-enfants. Une petite fille qui a 22 ans, un petit-fils de 19 ans. Ma petite fille, elle s'est orientée dans tout ce qui est dans l'art, et mon petit-fils veut être ingénieur informaticien, enfin bref, à 19 ans. Et quand est-ce que vous avez commencé à vouloir parler de ce qui vous était arrivé? Oh là là, il a fallu attendre longtemps, très longtemps. Une des raisons, c'est parce que au départ, quand on est arrivé et qu'on racontait ça, personne ne voulait le croire. Personne ne nous croyait. Ça a été pendant une fois 1 an, 2 ans, 3 ans. Au bout, on était fatigués. On a dit, allez hop, on n'en parle plus. On va penser à nous. On va penser à notre vie. On va faire notre vie. Et c'est comme ça qu'on a occulté pendant des années, parce que ça servait à quoi on avait besoin de créer une famille, on avait besoin de vivre, on avait besoin de se réaliser. Et c'est comme ça que... Personne vous entendait, personne ne vous comprenait, personne ne voulait croire. Personne ne voulait croire. Il n'y avait pas encore les images de ces camps, il n'y avait pas encore ceci, il n'y avait pas encore... Il a fallu attendre combien? 40 ans, 50 ans, 60 ans avant qu'on puisse connaître exactement et qu'on veuille bien en parler. Moi, je me rappelle que quand je racontais ça, les quelques premières années, personne ne voulait me croire. Mais qu'est-ce que tu me racontes, des millions qu'on brûle dans les chambres à gaz? Mais tu voyais, il a fallu des années avant qu'on nous croie. Et pour vous, ça a commencé quand? Quand est-ce que vous avez décidé finalement de dire, bon ben je vais en parler? Il y a quand même une trentaine d'années, oui. Je m'intéresse beaucoup ici à Yad Vashem en Israël, sur les projets, sur ceci, sur la mémoire. Je travaille avec le CDJC où je fais pratiquement 5-6 voyages par an, uniquement en décembre, janvier, février. C'est les seules périodes que j'aime, quand je dis j'aime, parce qu'on ressent davantage, et l'histoire, elle marque plus qu'au mois de juillet, sous le soleil, et avec les oiseaux et les fleurs, les pâquerettes. C'est différent, ça n'a rien à voir. Et la première fois que vous êtes retourné, qu'est-ce que ça vous a fait? Je ne pourrais pas me rappeler exactement ce que ça m'a fait, mais
je ne souffre, je n'ai en moi aucune, comment dire, je sens aucune souffrance, vous voyez ce que je veux dire. C'est terrible ce que je vais dire, mais j'ai l'impression d'avoir rêvé toute cette histoire, vous voyez ce que je veux dire. Sans, comme je disais tout à l'heure, si j'avais eu un bras de moins, des jambes de moins, ou je serais venu, d'accord, ou que j'aurais perdu toute ma famille, vous imaginez que rentrer, retrouver toute sa famille? Mais je veux dire, je suis peut-être le cas unique, je ne dis pas l'unique, mais rare d'avoir eu la chance de retrouver. Alors ma vie a repris le dessus, une fois qu'on n'a pas voulu... Ben, j'ai pensé qu'il y a une chose, c'est à travailler, et à vivre, et créer moi ma propre famille. Mais en parler, témoigner maintenant, ça, pour vous, ça représente quoi? Ah ben, pour moi, aujourd'hui, ça représente un devoir de mémoire. On est encore les derniers survivants ici. Si on ne fait pas ce travail, qui va le faire? Alors aussi longtemps que Dieu me donne la chance de pouvoir être en bonne santé, eh bien, je continuerai. Merci. Voilà.